La grande interview. Eh bien, voilà, vous êtes de retour dans le grand rendez-vous de l'immobilier. C'est notre 64e édition. On est très heureux de vous retrouver avec, on vous l'a dit, un programme chargé, toujours accompagné de ma complice. Rebonjour Christine Lejoux. Alors là, on reçoit quelqu'un qui est aujourd'hui dans le métier, une grande personnalité de l'immobilier et de la construction. Bonjour Grégory Monod. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous. Vous êtes notre grand invité en ce mois d'avril. Vous présidez le pôle habitat de la Fédération française du bâtiment. Le bâtiment, c'est plus de 350 000 entreprises en France. Et bien sûr, nous avons une tradition, mon cher Grégory, sur le grand rendez-vous de l'immobilier. C'est que la première question vous est toujours posée par Christine Lejoux. Avec plaisir. Bonjour Grégory Monod. Bonjour Christine. En février, lorsque vous avez présenté le bilan de l'année 2024, vous avez fait état d'une chute des ventes de maisons individuelles de 13,3% en 2024 par rapport à 2023, à 50 800 unités. On a appuyé sur le chiffre en préambule de l'émission parce que c'est moitié moins que la moyenne annuelle des 20 dernières années. C'est quasiment un plus bas historique. Et là, après 2 ans et demi de crise de l'immobilier, le premier trimestre 2025, comment il s'est passé dans votre secteur, côté construction de maisons individuelles et puis promotion également? Eh bien, depuis de nombreux mois, on annonçait des trimestres en baisse. Et là, c'est vrai que c'est la première fois depuis 3 ans qu'on a une augmentation de nos ventes sur le premier trimestre. Mais comme vous l'avez dit, on part de tellement bas. De combien l'augmentation, s'il vous plaît? On a 21% à peu près d'augmentation, mais on a perdu 58%. Depuis 2024. Comme un rebond technique, une base favorable, une base de comparaison favorable. Aujourd'hui, on sent qu'on a à nouveau des contacts depuis le mois de septembre, qu'on a toujours cette envie de devenir propriétaire. On a des acquéreurs qui reviennent nous voir. Et là, ça s'est traduit par les chiffres. Vous avez plus de contacts, on appelle ça des leads, ou des personnes qui veulent acheter plus. Ça repart. Ils reviennent. C'est-à-dire que c'est des personnes... parce qu'il n'y avait plus de confiance. D'accord. En fait, le sujet, c'est que l'acte d'acquisition immobilier, c'est un acte de confiance. Le désir était toujours là, pourtant. Le désir d'être propriétaire. Et puis après, il y a aussi un besoin. Se mettre un toit sur la tête, c'est quand même un besoin vital. Bien sûr. Et aujourd'hui, on a plus de 2 700 000 demandeurs de logements sociaux. C'est qu'on a un vrai problème quand même avec le logement des Français. Donc oui, il y a eu un rebond, mais il faut relativiser. Il faut attendre quand même un petit peu, voir comment ça va se passer dans les prochaines semaines. Vous savez, quand vous avez touché le fond de la piscine, il y a un moment, vous pouvez forcément, remonter, vous tapez pouvez que avec remonter. le pied et vous Mais rebondissez. là encore, tout ça est encore fragile. Il ne faudrait pas qu'on soit déstabilisé par plein d'événements. Donc je pense qu'on va aborder maintenant ces différents sujets. Alors justement, on va entrer dans le vif du sujet, puisqu'il y a beaucoup de particuliers qui nous écoutent, et d'ailleurs le grand rendez-vous de l'immobilier sur capital.fr, il est fait pour ça. On a vu revenir, c'est presque ignoré ni du sort, le prêt à taux zéro. Bien. Prêt à taux zéro qui était déjà d'ailleurs installé avant effectivement la restriction sur le PLF de 2024, le projet de loi de finances 2024. Il y a 2 choses qui se sont produites qui sont relativement positives. On peut parler quand même d'une petite éclaircie. C'est la baisse des taux d'intérêt, donc une baisse du point de base qui a été significative et qui a automatiquement, sur certains dossiers de crédit resolvabilisés, accompagné de l'élargissement au PTZ qui a été acquis avec force conviction par Valérie Létard. D'ailleurs, on souligne, nous, systématiquement, nous les journalistes, son action, puisqu'elle a été déterminante. Et on a vu ensuite les statistiques sur le logement ancien comme sur la maison individuelle, c'était automatique. Est-ce qu'aujourd'hui, ce corollaire, vous le trouvez favorable certainement? Est-ce qu'il va, selon vous, continuer? Est-ce qu'on est sur une bonne trajectoire? Oui, nous sommes sur une bonne trajectoire. Vous le rappelez à très juste titre, Valérie Létard a écouté et entendu ce que la profession réclamait depuis de très nombreuses années, à savoir
le soutien en fait de la demande et le financement de la demande, l'accompagnement de la demande, le retour du prêt à taux zéro depuis le 1er avril pour les maisons de façon universelle sur tous les territoires, pour la maison individuelle comme pour le logement collectif. Parce que c'était pas gagné dans le précédent gouvernement. Ah non, c'était pas gagné. Alors sous le gouvernement Barnier, elle était déjà présente, donc c'était sur les précédents gouvernements où là il y avait, je dirais, je pense qu'il y avait une volonté de ne pas vouloir entendre, hein, parce que clairement quand tout le monde, tous les membres de l'Alliance, hein, l'Alliance s'est créée aussi à ce moment-là, réclamaient le retour du prêt à taux zéro. Plusieurs fédérations professionnelles, dont le pôle Habitat FFB. Exactement. Tout le monde le réclamait d'une seule voix. Et donc à un moment, c'est pas qu'on est partisans, c'est qu'on voit bien ce qui se passait dans les chiffres. Et donc le retour du prêt à taux zéro, je dirais, est le début d'une nouvelle ère, je pense, pour les mois à venir. Vous l'avez dit, les taux directeurs ont baissé aussi. On a perdu à peu près 1 point de base après avoir pris 3,5 points. On a eu une augmentation de 350 points du taux directeur. Donc aujourd'hui, on revient dans quelque chose d'un petit peu plus normé. Le prêt à taux zéro aujourd'hui, c'est quelque chose, là aussi, où les organismes bancaires connaissent ce dispositif. Ils sont prêts, donc à appuyer sur le bouton. Aujourd'hui, on voit qu'il y a même certains organismes qui doublent le prêt à taux zéro. Le montant du PTZ. Donc là aussi, c'est un vrai moyen de resolvabiliser, puisque ça peut être considéré comme un apport. Donc la trajectoire est bonne. Et surtout, c'est que le prêt à taux zéro a été sacralisé jusqu'à la fin 2027. Oui. Donc là aussi, ça nous permet d'avoir un petit peu plus de visibilité, même beaucoup plus de visibilité, que de se dire, comme tous les ans, à chaque loi de finances, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va nous supprimer, et voilà. Est-ce qu'au 31 décembre 2025, il y aura encore un PTZ ou non? Là, on sait que jusqu'à fin 2027, il est là. Exactement, donc de la confiance et de la visibilité. Oui, vous avez, non seulement vous avez 1000 fois raison, mais on a carrément allé à la recherche d'indicateurs, et notamment on a questionné les Français. Alors, qu'ils sont 87% à plébisciter la maison individuelle, donc ça c'est pour clouer le bec à certaines personnes qui pensent qu'il ne faut plus étaler. La deuxième chose qui est extrêmement intéressante, c'est de voir que le corollaire de la maison individuelle qui repart, c'est le logement neuf dont les réservations ont cru de façon significative sur le premier trimestre 2025. Quand je prends par exemple les statistiques du groupe Nexity, donc ça a été un véritable carton, mais ils ont été très loin, puisque avec des banques comme le LCL, alors c'est un peu le bon taux, c'est sur une acquisition de 250 000 euros, on peut arriver jusqu'à quasiment 90 000 euros d'apport, ce qui est quand même très significatif. Est-ce que ça veut dire que ça donne une idée quand même de la fébrilité de certains promoteurs à essayer de doper les ventes pour s'en sortir? Parce que quand on voit les statistiques, on en parlait tout à l'heure, des entreprises qui ont mis un genou à terre, c'est quand même assez significatif. Moi, j'ai envie de vous poser une question professionnelle, c'est que quand le marché va repartir, est-ce qu'on sera armé, comme dirait notre cher président, pour pouvoir accompagner le marché? Alors, je pense que vous faites bien de faire la distinction entre la maison individuelle et la promotion immobilière. La maison individuelle, on a un tissu d'acteurs qui est plutôt des acteurs assez diffus, plutôt de petite taille. Et la maison individuelle, c'est un objet. C'est-à-dire que quand on redémarre, on relance la construction, on construit une maison. Le collectif, c'est différent. Le collectif, il nous faut un minimum de réservation pour pouvoir lancer les opérations. Et donc, de ce fait, il faut vendre 50% de l'opération pour pouvoir redémarrer. Donc, c'est pour ça que les promoteurs ont intérêt à relancer ces opérations et à faire des opérations de promotion pour pouvoir atteindre ce Graal que sont les 50% de précommercialisation que nous demandent nos organismes de financement. Mais je pense que là aussi, le monde de la promotion a été beaucoup plus sage que certaines crises, parce qu'en fait, on n'a pas de stock bâti important. Ça aussi, c'est important de le dire. La crise des années 90, proportionnellement aux années 90, dans les années 90, on démarrait à 20%, on livrait des immeubles, on se retrouvait avec 80% de logements achevés, non vendus, et là, ça avait été un vrai sujet. Il y a quand même un peu de stock. Il y a un peu de stock, mais il y a quand même eu beaucoup d'opérateurs qui ont abandonné des opérations. On estime à peu près à 30% le nombre d'opérations abandonnées qui avaient obtenu, où les promoteurs avaient obtenu un permis de construire, des autorisations, et ils n'y sont pas allés finalement. Ils n'y vont pas. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas suffisamment commercialisé. Est-ce qu'ils ont revendu éventuellement ces opérations ? Est-ce que ça se fait ?
Est-ce que des grosses majors, par exemple, des gros promoteurs, se sont dit finalement on va absorber, ou est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être les bailleurs sociaux également qui ont préempté ces opérations? On a eu une aide importante, en tout cas un marché, quelque chose qui nous a beaucoup aidé, c'est le logement intermédiaire. Bien sûr. Aujourd'hui, au travers des filiales d'Action Logement et de la Caisse des dépôts, mais surtout les filiales d'Action Logement, ça a permis à bon nombre d'opérateurs de soit dérisquer des opérations, aller chercher ces 50%, soit à l'inverse, de transformer des opérations qui étaient dédiées à la vente aux particuliers vers de la vente en bloc aux filiales d'Action Logement. Donc ça a été un point. Et de CDC Habitat. Et de la Caisse des dépôts dans une moindre mesure, puisque le gros a été fait quand même par les filiales d'Action Logement. 34 500 unités ont été achetées, préemptées par Action Logement. Donc, tout ça, en fait, pour dire que les bailleurs ont pu récupérer au travers de ces opérations en LLI des opérations en propre, c'est-à-dire qu'ils ont pu racheter parfois certaines opérations. Ça a été un petit peu les opportunités qui ont fait qu'ils ont pu les acheter. Mais je dirais que ça ne s'est pas industrialisé. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'abandon. Une opération qui a été initiée avec les codes que l'on connaissait en 2021-2022, parce que avant qu'une opération soit mise sur le marché, ça fait 3 ans qu'on la travaille en promotion immobilière. Donc les codes n'étaient pas du tout les mêmes. Donc il y a un moment, avec les codes d'aujourd'hui, ces opérations n'étaient pas viables et les promoteurs préfèrent les abandonner plutôt que de générer du stock qui serait dramatique pour leur bilan. Une dernière question, Christine Lejoux. Oui, j'avais une question sur... on a vu tout à l'heure l'élargissement du prêt à taux zéro. C'est une mesure très importante pour relancer le logement neuf. Quelles autres mesures faudrait-il mettre en place selon vous? Et il y a également, à l'initiative encore de Valérie Létard, la ministre du Logement, l'exonération d'impôts des donations familiales pour financer l'achat d'un logement neuf. On va dire grosso modo, c'est les 2 principales mesures en route, en vigueur, qui peuvent aider le secteur. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus pour le relancer vraiment selon vous? Depuis le 1er janvier, en fait, on n'a plus de dispositif d'accompagnement de l'investisseur privé. Oui, depuis la fin du Pinel, en fait. Depuis la fin du Pinel, voilà. Exactement. Ouais. La loi de finances le Pinel était une niche fiscale d'accompagnement qui permettait, sur des investisseurs, de mettre sur le marché locatif du bâtiment neuf, des unités neuves à prix réglementé, à taux fixe. Exactement, c'est-à-dire qu'on était quand même sur des loyers réglementés. C'était un crédit d'impôt, parce qu'on a une grosse fiscalité en face, donc on fait du crédit d'impôt quand il y a une grosse fiscalité, donc ça c'est toujours un petit peu le paradigme je dirais que l'État doit gérer. État qui a considéré que c'était un pognon de dingue, qui ne produit, je reprends les mots du président, qui ne produisait aucune efficacité opérationnelle. Inefficace. La Cour des comptes a été moins sévère. La Cour des comptes a été beaucoup moins sévère, et puis Bercy s'est rendu compte que le point de PIB qu'on a perdu à cause de la construction neuve était lié aussi au fait aux 50 000 logements. Le Pinel, c'était quand même 50 000 logements par an qui généraient de la TVA. Et donc c'est sûr, si on regardait que les dépenses, on réfléchissait pas à investissement. Donc nous on pense qu'il faut relancer justement le sujet de l'investisseur privé au travers du statut du bailleur, mais il y a quelque chose qui serait tout simple à faire. On parlait du logement intermédiaire tout à l'heure avec les filiales d'Action Logement. Demain, si le logement intermédiaire était ouvert aux particuliers, c'est un dispositif qu'on connaît, les banques savent le financer. Il fonctionne très bien. Je pense que ça permettrait de relancer l'investissement locatif privé. Aux particuliers, mais qui doivent créer une SCI, une société civile immobilière. Mais je dirais, là, il faudrait qu'on le fasse en direct, sans forcément créer de SCI. Mais c'est le statut du bailleur privé dont vous parlez en réalité. Alors, le statut du bailleur privé, il y a un amortissement et il n'y a pas un jeu de TVA. C'est pas tout à fait la même chose. Mais on arrive au terme de ce premier entretien, puisqu'on a nos experts qui vont répondre à vos questions que vous posez tous les mois sur la page de Capital Facebook, les proprios gérés par notre amie Christine. On se retrouve dans quelques instants et la deuxième partie de l'entretien, vous restez avec nous. Grégory Monod, je rappelle que vous êtes le président du pôle habitat de la Fédération française du bâtiment. À tout de suite.